émission est globalement sympa. J'aime beaucoup votre petite présentatrice. Mais dans le reportage sur Task Ramadan, 2 fois de suite, elle, en introduisant le sujet et votre journaliste plus tard, on parlait de subordination de témoins. Subordination de témoins. En fait, il s'agit de subornation de témoins. Ça serait quand même sympa d'essayer d'utiliser les mots précis. C'est d'un niveau le reportage sur le jeune étudiant qui se met dans la peau d'un SDF. On se croirait à Koh Lanta. Bravo pour le documentaire sur l'étudiant qui tente l'expérience d'un SDF. C'est intelligent, sensible, respectueux, rien que du positif. Ça fait du bien. Je suis un peu dubitatif dans la manière vous poussez. Madame Mazon, c'est la reine incontestée des médias. Vous dites qu'elle est la préférée des conseils nationaux. J'en doute fort. Ce soir, dans Mise au point, le débat empoisonné autour du glyphosate. L'Union européenne a repoussé à nouveau sa décision sur le sort de cet herbicide soupçonné d'être cancérogène. En Suisse aussi, nombreux réclament la tête du désherbant. Enquête. Il y a 20 ans, l'attaque de Luxor en Égypte tuait 36 touristes suisses. Nous avons rouvert le dossier et retrouvé la trace du commanditaire présumé. Notre investigation révèle aussi le manque de persévérance du Conseil fédéral de l'époque dans sa quête de la vérité. Tamara Funiciello, la présidente des Jeunes Socialistes, ne veut pas gouverner, elle veut changer le monde. Et tous les moyens sont bons, surtout la provocation. Alain Rebeté a suivi celle qui hérite parfois, y compris dans son propre camp. Ils ont fait leur apparition il y a 6 mois sur les rayons des supermarchés. Le succès des insectes comestibles semble encore relatif, mais les vendeurs et les producteurs veulent y croire. Demain, ils seront sur toutes les tables. Bonsoir, bienvenue dans Mise au point. Avant de dérouler ce sommaire, un autre fait d'actualité qui touche directement notre équipe. Cette semaine, Abu Dhabi célébrait en grande pompe l'inauguration de son musée du Louvre en présence du président français. Devant le régime émiratier, Emmanuel Macron a qualifié ce musée de point d'équilibre entre les continents. Mais pendant ce temps, l'équipe de Mise au point envoyée là-bas pour couvrir cette inauguration et s'intéresser à la vie des travailleurs qui bâtissent ces musées a été arrêtée alors qu'elle faisait son travail de journaliste. Nos 2 envoyés spéciaux sont restés 50 heures en détention. Ils ont été expulsés la nuit dernière. Jon Björkvinson, Serge Anderlin, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes descendu de l'avion ce matin, évidemment passablement éprouvé par ces 50 heures de détention, les interrogatoires, le matériel confisqué. Serge, peut-être d'abord, comment s'est passée l'interpellation ? Je veux dire qu'on a manqué de chance. On était en toute fin de tournage, après 4 jours de tournage relativement difficiles, dans des conditions qu'on développera peut-être plus tard. Et ça, on était dans un marché, en périphérie d'Abu Dhabi, en quartier de Moussafa, où vivent des milliers, des dizaines de milliers, sur les plusieurs millions de travailleurs immigrés, pour la plupart écrasante majorité du sous-continent indien, qui bâtissent ce pays dans des conditions éprouvantes. On voulait simplement voir leur vie, la documenter avec des accès assez limités. Et c'est là qu'on s'est fait repérer par la police. Jon, vous étiez séparés pendant cette détention, si j'ai bien compris. Comment ça s'est passé ? Donc, au début, on était ensemble à ce premier poste, et après, on a été amené à un poste de police de quartier, j'imagine, où on était toujours ensemble, mais ça montait dans la hiérarchie. Et à la prochaine destination, on était tout de suite séparés. On était privés de nos téléphones, de nos montres, tous les moyens de communication et de savoir quel temps il faisait. Et nous, on était séparés. Donc, c'était l'isolement total. Et ça veut dire qu'ils ont pratiqué pas mal de dissuasion. Ils ont cherché à vous impressionner, à vous faire peur. Ça a été jusqu'où ? Ils n'ont jamais mis la main sur nous. Je sentais tout de suite qu'il y avait quand même ce respect-là. Ils nous ont traités, ils ont donné à manger et à boire. De ce point de là, il n'y a rien à rapprocher à ces gens. Mais leur interrogation était très dure et sévère et durait, surtout pour Serge, de dizaines d'heures d'affilée où il y a de policiers qui se défilaient devant lui pour continuer. Et vous avez même été attaché, je crois. Non, à ce point-là, on n'était pas attaché, mais c'était arrivé plus tard
Donc on a promis à plusieurs reprises, maintenant vous allez être libérés. Donc on ne savait pas ce qui s'est passé avec l'autre, mais ils sont venus souvent chez moi pour me dire, maintenant, bientôt, vous allez être libérés. Et à un de ces moments, ils m'ont amené dans une sorte de grand SUV américain, noir, avec les fenêtres obscures, où j'étais mis dans une sorte de cage avec enchaîné. Après, il y avait aussi un bandeau sur le jeu où on nous a amenés pendant 1h30, on ne savait pas où. Donc ça faisait quand même assez peur parce qu'avec ces moyens-là, normalement, on est en train d'envoyer quelqu'un sur un lieu assez secret. Mais finalement, c'était, je pense, une intimidation parce que finalement, on est arrivé à l'aéroport. Si on a bien compris, il s'agissait des services de renseignement, plus de la police qui vous interrogeait. Jusqu'où ça a été ces interrogatoires ? Ça a été très dur parce que, bon, d'abord, ça a été fait, je dirais, de manière très professionnelle, avec une séquence pour ce qui me concerne. J'entendais vaguement, sans entendre les phrases Yon dans la pièce d'à côté. La mienne n'avait pas de fenêtre. Je suis quand même resté 2 jours avec une succession ininterrompue de flics émiratis, des services secrets, en dige d'achat, donc la robe blanche que portent les hommes dans les pays du Golfe, avec le turban et son attache. Des hommes jeunes dans la trentaine, très bien formés, certains d'entre eux parlaient parfaitement l'anglais ou traduisaient les propos de leurs acolytes. Et l'idée était d'extorquer les aveux, qu'on a d'ailleurs fini par signer sous la pression sur à peu près tout et n'importe quoi. En gros, j'ai été un espion israélien, un espion du Qatar, un envoyé de Human Rights Watch qui documente depuis des années les aveux et sur ces travailleurs. Toutes les données électroniques. Toutes les données électroniques de mon téléphone ont été violées en quelque sorte, puisqu'on m'a fait croire à un moment donné que Yon avait lui aussi cédé à ce chantage, et donc une sorte de guerre nerveuse qui a duré, je ne sais plus à quelle heure j'ai dit ça, mais ça va être après plus de 25 heures de détention, et en tout cas plus de 10 d'interrogatoires, que j'ai donné accès à ce code. Et à partir de là, ils ont pris le contrôle de toutes mes données électroniques. Alors vous avez l'un et l'autre beaucoup de reportages dans beaucoup de pays à votre actif. C'est pas la première fois de loin que vous faites arrêter, mais cette fois c'était vraiment un cran au-dessus. C'est pour ça qu'on a choisi d'en parler ce soir aussi, parce que tout le matériel a été saisi. On tentera malgré tout dimanche prochain de raconter ce qui se passe vraiment dans ce pays autour des travailleurs. En attendant, je vous souhaite évidemment de souffler puisque vous descendez de l'avion, et au nom de toutes les RTS, vraiment un très grand merci. Merci. Théo a 10 ans, il vit en France, près de Lyon, et lorsque vous entendez le son de sa voix, vous ne l'oubliez plus. Théo souffre d'une malformation de l'œsophage. Sa maman explique avoir utilisé du glyphosate alors qu'elle était enceinte. Et ce garçon est devenu l'un des symboles de la lutte contre ce désherbant, une lutte acharnée à Bruxelles, où cette semaine les 28 ont échoué à prolonger son autorisation, mais aussi chez nous, en Suisse, où le glyphosate divise le monde politique. C'est un reportage de Romain Miranda avec Marie Abbé et Isabelle Horry. Alors, ça, c'est le formulaire de consentement. Donc, si vous pouvez... C'était cette semaine à Bruxelles. Un attroupement de personnes réunies devant le Parlement européen, venus faire tester leurs urines pour y tracer la présence de glyphosate. On va aller chez bon, alors. Moi, je suis là ici pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que j'ai un risque de santé? Quels sont les risques pour mes enfants? Et pour dire à l'Union européenne, à la Commission, aux agriculteurs et à l'industrie qu'on doit trouver une solution, parce que ce n'est pas la santé des gens qui doit pâtir de l'absence d'innovation dans cette industrie. Il y a 2 ans, on avait trouvé des traces de glyphosate chez près de 40% des individus participant à une étude en Suisse romande. Aujourd'hui, les pesticides chimiques sont au cœur d'un débat qui inquiète et divise la Suisse et l'Europe. À Bruxelles, on a de nouveau décidé de ne rien décider. Mais le temps presse, l'Europe a jusqu'au 15 décembre pour trouver une solution. Les enjeux économiques se comptent en milliards, sans oublier les questions fondamentales de santé publique. Mais sous la pression, le débat s'est enlisé et les camps plus que jamais divisés. La grande confusion est liée au fait qu'il y a des avis des scientifiques qui divergent quand on n'est pas sûr donc, de la dangerosité d'un produit, d'une molécule qui potentiellement peut agir sur la santé humaine. Je pense qu'il faut savoir raison garder
donc, et appliquer le principe de précaution. Dans l'autre camp, on brandit aussi le principe de précaution. Mais visiblement, il s'agit d'une notion plutôt élastique. Moi, je suis dans le principe de précaution en disant, potentiellement, il peut y avoir un risque, donc il faut trouver une solution pour sortir. Mais pas en l'éliminant comme ça du jour au lendemain. On est sur un débat qui est devenu émotionnel et qui n'a plus rien de rationnel. Émotionnel et irrationnel, c'est aussi ce que dénoncent les producteurs de pesticides à base de glyphosate, l'entreprise Monsanto en tête. Ces multinationales s'estiment discriminées car pour elles la science serait de leur côté et le glyphosate inoffensif. Une position difficile à tenir après l'éclatement du scandale des Monsanto Papers il y a quelques mois, où l'on apprenait notamment que l'entreprise payait des scientifiques présentés comme indépendants pour signer des études visant à dédouaner leurs produits à base de glyphosate. Monsanto est aujourd'hui l'objet de milliers de plaintes à travers le monde, dernière en date celle de la famille de Théo, qui habite la région lyonnaise. Et à première vue, c'est un garçon de 10 ans, pareil aux autres. Nutella. Une autre chocolat, une autre sucre. Théo souffre d'une grave malformation de l'œsophage et du larynx. À son âge, il a déjà subi une 50aine d'opérations, la plupart d'entre elles au CHUV de Lausanne. Ah, j'ai pas de corde vocale, du coup je peux pas vraiment hausser la voix. Et j'ai la voix plus haute que les autres enfants. Et ce qui m'ennuie, c'est que les autres enfants ont tendance à moi me comprendre. Pour Sabine, sa maman, c'est clair. L'origine de leur calvaire remonte à 10 ans en arrière. Elle était alors enceinte de Théo de quelques semaines et s'était servie pendant plusieurs jours d'un générique du Roundup contenant du glyphosate. Chien très féroce. Oui. Il y a 10 ans, ils étaient déjà au courant de la nocivité de leurs produits et ils ont tout fait pour le cacher. On voit bien tout ce qui sort, les Monsanto Papers, toutes les études qui sont faites. On voit bien qu'ils ont œuvré volontairement pour cacher la nocivité du produit, pour faire en sorte que ce produit soit réautorisé en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Si la famille de Théo a porté plainte, c'est avec un objectif bien précis. Pour essayer de le faire interdire en France, même dans les autres pays. Et pour éviter que d'autres enfants naissent comme moi, avec des malformations, pas forcément la mienne, hein, mais d'autres. Nous avons contacté l'entreprise Monsanto par rapport au cas de Théo, et voici ce qu'elle nous a répondu. Nous compatissons à la pathologie dont souffre Théo Gratalou, mais nous tenons à rappeler que nos produits sont sûrs pour la santé humaine lorsqu'ils sont utilisés selon les recommandations d'usage. Nous leur avons aussi demandé si l'inhalation accidentelle de glyphosate par une femme enceinte pouvait entraîner des malformations comme celle dont souffre Théo, sans obtenir de réponse cette fois. Pas de commentaire sur la question subsidiaire. En Suisse aussi, les pesticides chimiques de synthèse déchaînent les passions. Il y a quelques jours, le PDC genevois annonçait un projet de loi pour interdire carrément leur importation et utilisation professionnelle ou privée sur sol genevois. Président du PDC et médecin, Bertrand Boux est convaincu qu'il faut agir car on ne peut pas faire aveuglément confiance en l'industrie. C'est-à-dire que le problème de l'industrie, quand l'industrie fait des études, voilà, est-ce qu'elles sont objectives? On sait que sur la cigarette, on nous a raconté tout n'importe quoi, que ça n'avait aucune conséquence sur la santé, que même fumer, ça améliorerait la digestion, donc il fallait fumer après les repas. Après, on a eu l'amiante, et l'amiante aussi, tout allait bien, c'était un super produit qu'il fallait utiliser. Et petit à petit, que les doutes des gens, les premières fois qu'ils ont parlé de leurs doutes, ils se sont fait traiter d'imbéciles, puis à la longue, ils avaient absolument raison. Avec ce projet, Bertrand Boux ne s'est pas fait que des amis au sein du PDC. Les représentants du monde agricole n'ont guère apprécié et le lui ont fait savoir. Les reproches, c'est que j'y connaissais strictement rien, et que j'étais un illuminé qui voulait révolutionner le monde et qui de toute façon n'avait pas de solution. C'était vraiment la porte ouverte, c'était que tout était prévu, tout était sous contrôle et qu'il n'y avait rien à faire de différent que ce qui est fait actuellement.
Le directeur de l'Union maraîchère de Genève appartient justement à cette aile agricole du PDC, irrité par le projet de loi. Mais il se défend d'avoir dépassé les bornes. Alors, nous, ce qu'on a dit à M. Bouc, c'est simple, et bien évidemment, c'était facile, il est médecin. On lui a simplement dit que les médicaments étaient indispensables. Quand on est malade, on prend des médicaments, puis quand on est en bonne santé, on n'en prend pas. Et pour l'agriculture, c'est pareil, on a besoin de ces phytos dans des moments très précis, et sans ça, c'est un vrai problème de rentabilité, de revenus. Après quelques réunions de crise, les candidats agricoles ont retiré leur menace de démission. Le projet de loi, quant à lui, sera amendé et ne concernera plus que l'utilisation des pesticides de synthèse par les particuliers. Mais un fait demeure, pour une partie du monde paysan, produire sans pesticides de synthèse, c'est une chimère. Il faut que monsieur et madame, tout le monde comprenne que l'agriculture doit être productive et rémunératrice. Alors la permaculture, c'est exceptionnel, mais pour nourrir la planète, c'est pour le moment un doux rêve. Vous voyez, ici, on a semé il y a un semis d'herbes alternatives qui sont là. Il y a des radis fourragés. Certains sont déjà passés du rêve à la réalité. Ce vigneron d'Auvergne fait partie du comité de l'initiative pour une Suisse sans pesticides. Ils ont déjà récolté plus de 30 000 signatures sur les 100 000 nécessaires. Et produire sans aucun pesticide de synthèse, c'est ce qu'il fait depuis une dizaine d'années maintenant. Les cultivateurs que nous sommes doivent peut-être réapprendre à ce que comment fonctionne le sol, si on doit retravailler les sols, si on doit amener de la matière organique, si on doit, voilà, il y a tout. On doit réapprendre. La transition ne sera pas simple. Si Jean Denis ne produit pas plus qu'avant, il n'a pas perdu les 30 ou 40% de récolte que certains lui annonçaient. D'ailleurs, pour ce viticulteur, si on veut parler de coûts, il faut prendre en compte tous les paramètres. La culture conventionnelle coûte beaucoup plus cher que l'on croit, parce qu'on ne prend pas en compte tous les paramètres qui coûtent vraiment. L'environnement, les remises en état, les revitalisations, la santé. Tout ça, c'est des coûts sociaux, que je dirais, qui ne sont absolument pas pris en compte dans les prix de revient de la culture conventionnelle. Et juste faire un bilan de la culture écologique, de la culture biologique, au bas de la vigne, savoir combien on a fait d'heures en plus, eh bien, ça reste un peu trop résumé pour faire un véritable bilan général. Si l'initiative pour une Suisse sans pesticides prévoit une sortie progressive, ces initiants savent bien qu'elle heurte des habitudes bien enracinées. C'est clair c'est une initiative qui dérange, qui va peut-être plus vite que ce que la Confédération avait prévu par son plan de réduction du produit phytosanitaire. Mais nous prévoyons un délai de 10 ans, ce qui est déjà quand même une bonne période pour s'adapter, compte tenu de la fin de la récolte des signatures, le traitement par le Conseil fédéral et le Parlement, il ne va rien se passer avant 12 ans. Donc 12 ans depuis maintenant, quand on sait tout ce qui s'est passé, c'est tout ce qu'on a appris ces 10 ou 15 dernières années, c'est à notre avis bien assez long. Alors que la cuvée 2017 en Pinot s'annonce ici des plus prometteuses, l'initiative pour une Suisse sans pesticides a jusqu'au mois de mai 2018 pour aboutir ou pas, et on n'en a pas fini avec ce débat. Cette semaine, il y avait donc ce bras de fer autour du glyphosate dans l'actualité, mais pas seulement. Marion Falliou s'est mise en chasse des autres nouvelles des derniers jours et ce qu'elle a retenu tourne beaucoup aussi autour de ce que l'on ingère. C'est notre rubrique « C'est pas tous les jours dimanche ». Alerte dans plusieurs communes de Belgique. Une bande de malfrats escroque les personnes âgées en leur vendant 1 kilo de patates 150 €. Ça, c'est ce que l'on appelle une arnaque. Mais quand la marque italienne Dolce & Gabbana lance sa collection de pâtes à 95 € le coffret, ça s'appelle du luxe. Et puis, avec un peu de rouge à lèvres, ça passe tout seul. Mercredi, personne n'a pu passer à côté de l'inauguration en grande pompe du Louvre Abu Dhabi. 400 invités, dont le président français et sa femme, des chefs-d'œuvre universels et surtout une architecture de genre nouvelle pour diffuser une pluie de lumière sur les visiteurs.
Oui, bon, ça va. Nous aussi, on a eu notre inauguration mercredi d'une perle architecturale financée par Abu Dhabi et baignée de lumière. Le Mall of Switzerland. Quoi? Ah oui, c'est un centre commercial, oui. Dans l'édition de ce jeudi, la Tribune nous gratifie de ses bons plans. Un festival dédié à l'Afrique, une session slam et piano, du théâtre. Et pour la pause de midi, une bonne petite adresse de resto peut-être? Ah non, pour midi, ça sera torture. Suggestion du jour, d'eau fouettée sur échymose finement tuméfiée et son épiderme flambé au chalumeau. Ce week-end, c'était la traditionnelle Saint-Martin avec au menu du cochon et encore du cochon. Sauf dans les colonnes du matin où cette cuisinière de Courgenay a élaboré une Saint-Martin 100% végane. Il y en a qui ont pris le hashtag Balance ton porc un peu trop au pied de la lettre. C'était il y a 20 ans, presque jour pour jour, le 17 novembre 1997. Un groupe d'islamistes armés tire sur la foule des touristes qui se pressent pour visiter Luxor en Égypte. 62 personnes meurent. C'est le premier attentat islamiste d'ampleur et c'est le plus meurtrier de l'histoire contre des Suisses. 36 de nos compatriotes y ont laissé la vie. Les terroristes ont tous été abattus le jour même, mais 20 ans plus tard, le cerveau présumé de l'attentat n'a jamais été inquiété. Nous avons retrouvé sa trace. C'est une enquête de Dimitri Zuffray et François Ruchti. Ces images ont 20 ans. Souvenir d'un voyage en Égypte qui devait être merveilleux. C'était un splendide matin, le soleil, les couleurs, incroyable. On est monté la première rampe et là, on a entendu des fusées, des coups de feu. D'un moment, j'ai vu un terroriste avec un fusil est allé tuer des gens et puis se tourner vers nous et a fusillé contre notre groupe. Novembre 1997, la vie de Stefan Kopp bascule. Il fait partie d'un groupe de touristes suisses pris au piège dans le temple d'Hatchepsout à Luxor. J'ai été touché par un coup de fusil et puis d'un reflet, je me posais derrière une colonne et ne bougeais plus. Parmi les nombreuses victimes, l'épouse de Stefan Kopp. Elle était 2 mètres à côté de moi. Immédiatement, j'ai réalisé qu'elle est morte. Une blessure d'autant plus vive que les responsables de l'attentat n'ont jamais été arrêtés. Mich stört es, dass dieses Dossier zwischen der Schweizer und der ägyptischen Regierung quasi für mich nonchalant geschlossen wurde, ohne irgendetwas von den Ansprüchen, die die Schweiz an Ägypten gestellt hatte, eingelöst worden wäre. Nichts. Null. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous reprenons l'antenne pour vous faire vivre en direct la cérémonie à l'aéroport de Kloten, après le massacre de Luxor qui a fait 68 morts, je vous le rappelle, dont 58 touristes. Jamais notre pays n'a vécu un tel traumatisme. Les victimes sont principalement suisses. Le bilan est terrible. 36 morts au total. L'attaque de Luxor est le premier attentat islamiste majeur contre des Occidentaux. Ressenti par toute la population suisse. Selon la version officielle, le 17 novembre 1997, un commando terroriste attaque le site archéologique de Luxor. Armés de fusils, ils abattent au hasard des touristes. Lors de leur fuite, les 6 terroristes sont tués par la police. Pourquoi une telle attaque? Et qui a donné l'ordre?
le mystère reste entier. « 20 ans plus tard, il est temps de rouvrir le dossier. Pour la première fois, il est possible d'accéder aux documents classés des archives fédérales à Berne. Nous cherchons le rapport d'enquête de la police égyptienne, un document capital. Il contient toutes les informations transmises par l'Égypte à la Suisse. Nous n'allons pas faire durer le suspense. Le rapport en arabe, le voici. Il fait à peine 3 pages, sans aucun détail, rempli d'erreurs, même le nombre de victimes est faux. Dans le même dossier d'archives, on voit clairement que la priorité des Égyptiens, c'est le retour du tourisme et pas l'enquête. Pourtant, on ne trouve pas de traces de contestation du gouvernement suisse. Comment l'expliquer? Nous avons rendez-vous avec Blaise Godet. Le Neuchâtelois était ambassadeur au Caire en 1997. Le rapport final qui a été rédigé au terme de mois d'investigation, au fond, ne nous apprenait pas grand-chose de plus que nous n'ayons déjà lu dans les journaux. Il faisait à peine 3 pages, il y avait beaucoup d'inexactitudes. Il y avait des imprécisions, il y avait même 2-3 incohérences. C'était clairement un rapport de police, disons, qui n'a pas répondu aux attentes du gouvernement suisse. Pourtant, la Suisse, elle classe l'affaire, elle tourne la page. Que voulez-vous? Il y a un moment où le temps fait son œuvre et on a estimé qu'il fallait aller de l'avant et que, sans oublier naturellement ce qui s'est passé, il fallait reprendre un cours normal dans nos relations bilatérales avec l'Égypte. Mais c'est vrai, c'est un rapport que je qualifierais de décevant. En 2000, la justice suisse suspend officiellement l'enquête sans qu'aucun commanditaire ne soit identifié. Difficile pourtant d'en rester là. Il faut aller en Égypte pour continuer notre investigation. Malgré 6 mois de négociations, notre demande de visa journaliste est refusée. Nous voyageons en touriste, petite caméra au point. Premier objectif, sur les lieux du drame à Luxor, remonter la trace du commando terroriste. Devant le temple d'Hatchepsout, nous retrouvons un témoin. Ses amis l'appellent Indiana, et avec son chapeau, on comprend pourquoi. À l'époque, ce guide touristique se trouve à une centaine de mètres de l'attaque. Ils ont commencé à tirer sur les touristes. 58 sont morts ici. Leur intention, ce n'était pas de tuer des touristes en particulier. Ils voulaient anéantir l'économie de l'Égypte. La fusillade a duré de longues minutes. Notre guide a vu les 6 terroristes rejoindre la route. C'est là que la police est enfin intervenue. Un policier a touché un terroriste à la jambe. Les 5 autres terroristes ont achevé leurs camarades blessés. Ensuite, ils ont fui dans une caverne. Puis ils se sont donné la mort avant que la police et les villageois arrivent. Un suicide. Les 6 terroristes sont morts à quelques kilomètres du temple, sans donner le nom de leur chef. Ils laissent un unique indice, des tracts en papier à la gloire du Jama'a Islamia, un groupe islamiste radical. Pour poursuivre notre investigation, il faut aller au Caire. Nous obtenons un entretien avec un expert, ancien sympathisant du Jama'a Islamia. Ce sont effectivement des combattants du groupe Jama'a Islamia qui ont mené l'attaque à Luxor. À l'époque, le groupe était divisé. Une partie des chefs négociait un accord de paix avec le gouvernement égyptien. Beaucoup des leaders étaient en prison en Égypte. Ils espéraient pouvoir négocier la liberté contre la paix. Une autre partie des leaders voulait continuer la lutte armée. C'étaient les chefs qui se trouvaient à l'extérieur du pays. Parmi ces chefs à l'étranger,
un homme est particulièrement craint. Mustafa Hamza était un des leaders du Jama'a Islamia qui se trouvait à l'extérieur du pays. Lors de l'attaque de Luxor, il commandait l'aile militaire du groupe. Il avait beaucoup d'influence et il était très respecté au sein des factions armées islamistes. Voici une des très rares photos de Mustafa Hamza. Ce n'est pourtant pas un inconnu, dont les archives, un document suisse évoque déjà son nom. À l'époque, la police et les services secrets suisses ont mené leur enquête. Mustafa Hamza est désigné comme un suspect possible, mais l'homme est en cavale. Seule l'audition de Mustafa Hamza ou de complices restés inconnus jusqu'ici pourrait éventuellement permettre de mieux cerner les motifs qui ont conduit à ce massacre. La piste est donc sérieuse, il nous faut de l'aide. Tarek est journaliste d'investigation. Il retrouve pour nous un ancien compagnon d'armes de Mustafa Hamza. Cet ex-djihadiste du Jama'a Islamia est un repenti. À l'époque, Mustafa Hamza a mis sur pied une cellule militaire qui s'appelait Ala Abdelrazek. Cette petite unité de combattants était active dans la région de Kena et d'Assouan. Mustafa Hamza a formé ce groupe et leur a donné comme mission d'attaquer l'opéra d'Aïda à Luxor. L'opéra d'Aïda se joue dans le temple de Luxor devant des milliers de touristes et des responsables politiques. Une cible idéale, mais très protégée. Il y avait trop de sécurité et de policiers sur le site de Luxor lors de l'opéra. L'attaque a été reportée et la communication coupée. Le groupe est resté isolé. Un mois plus tard, le commando passe à l'attaque. Pourquoi un tel choix ? La Jama'a Islamia a commis des erreurs, oui, mais l'État égyptien en a commis également. On a tout essayé pour faire pression sur le gouvernement. À la fin, la seule solution, c'est de tuer des touristes, car c'est plus facile. L'effet est direct sur l'économie et donc sur le gouvernement. Reste une question, où est Mustafa Hamza ? À l'époque, Mustafa Hamza était en Afghanistan, au Soudan et en Iran. Récemment, il a participé à la révolution en Égypte en 2011, mais aujourd'hui il est en prison. La révélation est de taille. Mustafa Hamza est enfin localisé. On cavale dans les années 90, il réapparaît en Égypte ces dernières années. Sur Internet, nous retrouvons une vidéo de 2012. Mustafa Hamza est libre. Il donne une conférence au Caire lors de la révolution égyptienne. En tant qu'islamistes, nous devons redoubler d'efforts pour délivrer le message de la charia, afin de rallier la population à notre cause. Selon nos informations, Mustafa Hamza est en prison depuis 3 ans. La justice semble enfin avoir été rendue. L'homme est détenu en périphérie du Caire. L'endroit est interdit aux journalistes. C'est la prison Scorpion. Les détenus sont surtout des prisonniers politiques. Mustafa Hamza est dans cette prison, ici. Il faut cacher la caméra, là. Il faut cacher la caméra, il y a des policiers à gauche et à droite. Impossible de s'approcher de Mustafa Hamza. Mais son avocat accepte de nous rencontrer. Il n'y a pas de procédure ni d'interrogatoire concernant l'attaque de Luxor. Il n'y a aucune charge contre Mustafa Hamza. Il n'est pas accusé pour cela. Mustafa Hamza est actuellement en prison pour des affaires sans lien avec Luxor. Il est accusé d'être lié à une attaque contre une église chrétienne au Caire et d'avoir aidé le retour d'individus d'Afghanistan en Égypte. Son avocat est sûr de lui. Le dossier d'accusation est très faible et les témoignages manquent contre son client. Lors de la prochaine audience, nous obtiendrons probablement sa libération. Il n'y a pas de preuves solides. Il sera libre l'année prochaine. Je suis certain que la décision sera favorable. Il a déjà obtenu un non-lieu en première instance pour les différentes affaires qui lui sont reprochées.
Mustapha Hamza, l'auteur présumé des attentats de Luxor, pourrait être libre l'année prochaine. Pourtant, la Suisse n'a fait aucune demande pour l'auditionner ou pour l'extrader. En Suisse, Stéphane Kopp attend toujours des réponses. La victime a le désir de voir que celui qui l'a fait est puni. Pour moi, on n'avait plus envie de s'occuper de ce dossier. Voilà. Mais est-ce qu'on en a fait assez? Est-ce qu'on a fait assez de recherches? Est-ce que la Suisse aurait pu faire plus, selon vous? Peut-être parce que les Égyptiens n'ont pas coopéré. Mais ce n'est pas une raison de capituler. Il reste 10 ans avant que le crime soit définitivement prescrit. Les proches des 36 victimes suisses ont probablement tous le même désir, que la justice soit enfin rendue. François Ruchti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec Dimitri Zuffray, l'auteur de cette enquête. Ce qu'on se demande en voyant ce reportage, c'est pourquoi est-ce que la Suisse s'est contentée de ces 3 malheureuses pages de rapport d'enquête alors qu'on a perdu 36 compatriotes dans cet attentat? Quand on s'est plongé dans les archives, on s'est rendu compte assez rapidement que l'Égypte, le seul intérêt ou le seul objectif qu'elle avait, c'était de passer à autre chose, de pouvoir retrouver des touristes et relancer leur économie. Du côté suisse, c'était un peu plus compliqué. On s'est aperçu que la priorité, ce n'était pas l'enquête, mais les indemnités. La Suisse exigeait que l'Égypte paye de l'argent pour les victimes. C'était un cheval de bataille du Conseil fédéral Coty pendant près de 2 ans. Et c'est probable que ça a passablement compliqué les relations bilatérales entre la Suisse et l'Égypte et passablement compliqué aussi l'obtention d'informations pour l'enquête. Alors vous l'avez quand même trouvé. Bon, ça a pris des mois d'enquête, mais vous avez localisé ce cerveau présumé. Il est en prison, donc on peut le trouver. Il n'a jamais été inquiété. Est-ce qu'on peut l'extrader? Alors oui, théoriquement, c'est possible. Il y a un traité d'entraide entre la Suisse et l'Égypte sur le plan juridique. Il y a également pas de prescription. C'est 30 ans la prescription pour ce type de crime. Là, on n'est qu'à 20 ans. Et également, l'extradition est possible. Donc, la dernière extradition était il y a 10 ans en arrière, mais c'est tout à fait possible. Alors, bien entendu, sur la base de votre enquête, on avait sollicité le procureur général de la Confédération pour répondre sur ce plateau ce soir. Il n'a pas souhaité le faire. Qu'est-ce qu'ont répondu ces services aux éléments que vous leur avez soumis? Alors, on les a contactés en fin de semaine. Ils ont dit que c'était bien trop tôt pour répondre. Ça peut paraître un peu bizarre, ça fait quand même 20 ans l'attentat. En fait, il faut comprendre qu'en 2000, l'enquête était bouclée, c'était terminé. Il n'y avait plus d'enquêteurs, plus de procureurs sur le coup, plus de policiers qui enquêtaient. Donc finalement, elle est tombée dans l'oubli. Et c'est avec notre téléphone, c'est en fin de semaine que finalement ils se sont rendus compte, mais il faudrait peut-être faire quelque chose. Et donc, sans votre enquête, ils n'auraient pas rouvert ce dossier ou il n'y aurait aucun risque qu'ils le rouvrent finalement? Exactement. Merci beaucoup, François. Tamara Funicello est encore méconnue chez nous, mais en Suisse alémanique, elle s'est taillée une sacrée réputation en 1 an et demi à la tête des jeunes socialistes. Une réputation de présidente ferme, enthousiaste et rebelle. Elle brûle son soutien-gorge, pose torse nu ou assiège la maison des Blochers et surtout, elle se pique d'être une épine dans le pied du Parti socialiste. Alain Robetté l'a suivi une journée durant. C'est une petite bombe d'1,50 m, marxiste et féministe. Membre de la direction du PS, elle a tenu tête à Alain Berset, peut-être fait capoter le projet Prévoyance 2020. Allez, je vous propose une rencontre avec la présidente de la jeunesse socialiste. Pour cela, il faut grimper au 5e étage de l'immeuble du PS. À la tête d'une petite équipe, Tamara Funicello travaille à 70%. Bonjour, Tamara, enchantée. Enchantée. Je gagne net 2800 quelque chose francs. Et puis à part ça, vous faites encore des études? Oui, je fais de l'histoire à l'Uni de Berne. J'essaie de faire du travail de temps en temps, mais on doit dire clairement que... vous avez arrêté vos études, quoi, pratiquement. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Bon, on file au premier rendez-vous au pas de charge. Mais à propos... Vous avez commencé à quelle heure ce matin? 5h30. 5h30? 5h30, oui. Vous êtes choqués. Là, elle rencontre 2 apprentis pour un travail de diplôme. Merci vielmals, dass du hier bist. Hey, mega gern. Es ist uns eine Ehre im Fall. Es muss aktiv. L'entretien dure 3/4 d'heure. Pour elle, Tamara est un modèle. Je l'ai beaucoup vue à la télévision. J'ai entendu ses opinions et je suis plutôt d'accord avec elle. Je trouve qu'elle est authentique.
Elle s'engage de tout son cœur pour ses idées. Et ça parle aux gens, en particulier aux jeunes. Et communiquer, pas de doute. Elle sait faire ça. Qu'est-ce que vous faites là? Instagram. Ah, donc vous postez sur Instagram que vous êtes que vous êtes suivi par une équipe. C'est ça, c'est ça. Je peux juste voir aujourd'hui ce que vous avez publié, comme ça, juste en... Oui, aujourd'hui je me suis moquée de quelque chose. Car sur Facebook, elle a repris une pub de Mobility parue dans 20 minutes qui comparait des coffres de voitures aux grosses gueules des jeunes socialistes. Mobility vous fait une espèce de pub à direct dans 20 minutes. Oui, c'est cool. Puis la grande gueule, c'est vous. Oui, clairement. La grande gueule, c'est ça. C'est ça le mot, oui, clairement. Bon, retour au bureau. On conseille un militant au téléphone. Daarom würde wir me überlegen, ob du nicht auf etwas willst, wo näher ist bei den Leuten, weisst. On communique avec un autre par WhatsApp. Mais ne vous y fiez pas. Cette femme issue d'un milieu modeste de père mécanicien et mère caissière n'a pas hésité à affronter les ténors de son parti cet été contre Prévoyance 2020. Le PS, en fait, a dit ça, c'est une thématique clé. Et la GS a dit, on s'en fout complètement. On décide sur la base des faits. Et pour nous, les faits ne sont pas assez clairs pour dire oui assez très ferme. Quelques heures plus tard, on la retrouve plutôt détendue. Mais soudain, il y a un problème. Une question de traduction. Elle part s'enfermer dans un local, ça discute. J'ai encore besoin de minutes, désolée. Et elle descend retrouver d'autres collaborateurs. La séance dure depuis une demi-heure. On voit que c'est une politicienne aguerrie qui sait déjà bien faire attendre les journalistes. Et regardez sa réaction. Ça, c'est vraiment un peu creepy. Bref, elle nous trouve insistants. Mais c'est pas grave. On la retrouve sur le terrain avec l'initiative 99% que les jeunes socialistes viennent de lancer pour augmenter l'impôt sur les revenus du capital. Une renommée qu'elle doit aussi à des actions chocs, comme cette photo pour une manif de femmes qui lui avait valu un tombereau d'insultes. Je m'en fiche. Je m'en fiche s'il y a un mec qui dise que je ne suis pas assez hot. Vous êtes une populiste, vous? Oui, clairement. Oui, clairement. Oui, clairement, je suis une populiste. Et quoi d'autre? Et le problème, ou un des problèmes avec les politiciens, c'est qu'on ne comprend pas exactement qu'est-ce que c'est leur but. Moi, je dis clairement qu'est-ce que c'est mon but. C'est le socialisme. Je le dis, je le répète, je le souligne. Je fais du populisme de gauche. Ouais. Il y a de cela 6 mois, les insectes débarquaient dans les rayons alimentation. Des criquets à picorer à l'apéro ou des vers en hamburger. La nouveauté a fait couler beaucoup d'encre, mais encore peu de salive. Les ventes restent confidentielles et pourtant les producteurs suisses d'insectes y croient et développent toujours plus de manières de nous faire manger leurs petites bêtes. Le reportage de Romain Miranda. C'était ce jeudi à Bâle, une foire gastronomique plutôt chic. Petite bulle, jambon de cochon noir et mets du terroir. Jusqu'ici, rien de renversant, mais en déambulant entre les stands, on constatait que d'étranges créatures s'étaient invitées à la fête. C'est croustillant. Ceux-ci sont assez piquants, mais c'est bon. Là, par contre, avec les sauterelles, j'ai un petit problème avec les ailes. Je pense qu'il faut enlever les pattes. Ça, c'est vraiment bon. Vraiment. Le goût, c'est comme de la viande. De la viande séchée. Splendide. C'est pas mauvais. Tu veux goûter une sauterelle? Ah non, non, je veux pas. Si vous avez du chocolat ou un biscuit, je veux bien. Dégoûtant pour les uns, savoureux ou écologique pour les autres. Les insectes divisent. Leur aventure dans nos assiettes vient de débuter.
Parmi les stands à Bâle, celui d'Essento, une jeune start-up zurichoise qui importe des insectes de Belgique et les transforme en boulettes et burgers pour le consommateur suisse. Ici, on a flairé le bon coup, mais on ne brûle pas les étapes. C'est plus facile de commencer avec un burger à base d'insectes que par des insectes entiers. Mais à terme, nous proposerons des insectes entiers pour que le consommateur puisse choisir entre le burger transformé ou des insectes tels quels. Essento fournit notamment la Coop, première grande enseigne qui s'est lancée sur ce marché. Depuis 3 mois, elle propose 2 produits à base de verre de farine dans une demi-douzaine de succursales en Suisse. Ce n'est pas grand-chose, mais ça permet déjà de faire un petit bilan. Nous étions très curieux de savoir comment les clients vont réagir parce que c'est effectivement un produit un peu particulier et nous sommes très contents de nos expériences. Nous avons vendu tous les produits jusqu'à présent et nous allons bientôt lancer un nouveau produit. Ça va être une barre aux insectes, une barre énergétique aux grillons. La Coop ne souhaite pas communiquer de chiffres précis sur ses ventes et si pour l'heure ça reste plutôt confidentiel, l'aventure continue. Le nombre de succursales proposant burgers et boulettes devrait doubler ces prochaines semaines. Cette révolution larvée, on la doit à la conseillère nationale Isabelle Chevalet. Il y a quelques années, c'est elle qui organisait ce cocktail au Palais fédéral. Les insectes étaient à l'honneur, les milieux politiques et économiques étaient séduits, et aujourd'hui, elle y croit plus que jamais. Alors, il y a 5 ans, évidemment, on se moquait un peu de moi, voilà, enfin, manger des insectes, c'est un peu absurde. Et puis, petit à petit, ça a fait son chemin dans la tête des gens, et en particulier l'aspect environnemental, l'aspect production de protéines, l'aspect économique, puisque nos paysans peuvent aussi participer à ce nouveau marché. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais ça ira encore mieux dans 5 ans. Moi, je suis convaincue qu'il y a un marché parce qu'avec la mondialisation, on voit beaucoup de gens qui ont voyagé, beaucoup d'étrangers qui se sont installés chez nous, des gens qui ont des autres habitudes alimentaires. Qui l'eût cru il y a quelques années qu'on allait manger du poisson cru? Ma grand-mère n'en a jamais voulu, elle m'envoyait toujours cuire ce poisson, elle ne comprenait pas. Et aujourd'hui, c'est commun, on en achète pour son pique-nique de midi. Donc, je suis persuadée que demain, en regardant un match de hockey, on ira grignoter des insectes. Manger des petites bêtes à toute heure, c'est le rêve de celui qui pour l'instant est le seul éleveur suisse d'insectes destinés à la consommation humaine. Nous sommes au fin fond du canton de Lucerne, visite guidée avec le patron. Là, on a les réserves de nourriture pour nos insectes. Ici, différents types de céréales, mais le mélange exact, ça c'est secret. Et voici les vers de farine, c'est le début de la croissance. Ils sont encore relativement petits. Chez Untemos, ça fait plus de 20 ans qu'on élève des insectes pour la consommation animale. Désormais, ce savoir-faire précieux est mis au service de l'élevage destiné à l'homme, et ici, on a décidé de mettre le paquet. Cet espace, on l'a inauguré fin septembre, début octobre. Ça vient de démarrer. Pour la construction, on a investi 1,5 million, plus environ 500 000 francs pour le personnel. Et les infrastructures, ça fait 2 millions. On est certain qu'il y a un grand potentiel, sinon on ne se serait pas lancé. Mais il y a aussi un grand risque, car on ne connaît pas la taille du marché. Si le marché en veut plus, on peut augmenter la production, on a encore des terres à disposition pour ça. Mais si la demande est plus faible, il faudra revoir tout à la baisse. En attendant la réponse du marché, la production est en hausse constante ici. De 50 kg par semaine, il y a 2 mois, on atteindra bientôt les 400 kg hebdomadaires. Au bout de la chaîne, du verre congelé destiné à la restauration ou à la vente aux particuliers. Là, c'est 1 kg, ça. 1 kg de verre de farine pour la consommation, empaqueté, made in Switzerland. Et ça coûte combien, 1 kg? À l'heure actuelle, 1 kg de production suisse, c'est environ 80 francs. À 80 francs le kilo, on n'est pas loin du prix de l'entrecôte bio. Mais attention, avec les grillons et les sauterelles, la facture peut grimper à plus de 3, 4 ou 500 francs. Là, on est carrément dans le caviar, et pour que l'aventure continue, il faudra revoir les prix.
C'est avant tout une question de volume. Dès que les commandes vont grimper, on pourra automatiser certaines procédures et faire baisser les prix. Baisser les prix et obtenir le label bio, ce sont les prochains objectifs pour s'imposer sur un marché potentiellement juteux, même s'il reste encore confidentiel. On parle ici d'un marché de niche. Pour le moment, c'est ça. Et c'est impossible d'avoir un grand nombre de joueurs à la même table. Nous, on essaye de profiter de notre avantage. Dans la campagne genevoise, Sylvia et Alain entendent bien se faire une place au soleil. Objectif, devenir les premiers producteurs romans de verres de farine comestibles et les proposer dans leur food truck, du congèle à la poêle. Non, non. Ça, c'est du verre frais, ça? Ça, ce sont des verres frais, oui, effectivement. Et du fait qu'ils soient très frais, vous avez cette réaction quand on les met au chaud. Ça fait un peu l'effet pop-corn. Un chef comme ça qui fait une poêlée de verre, c'est assez inhabituel? Je pense, oui. Aujourd'hui, oui, c'est un peu inhabituel. Parce que c'est quand même un peu nouveau comme produit. Je pense que c'est un produit qui devrait percer, être consommé autant que les crevettes, hein, en fait. Voilà, ils vont être prêts. Alors on va les mettre simplement sur une serviette en papier. Et effectivement, nature, ça reste quand même le mieux à consommer. Les insectes, ça fait des années qu'ils y pensent, mais quand on est un pionnier, il faut se montrer patient. J'ai commencé dans mon salon par les 3 insectes qui étaient susceptibles d'être autorisés en Suisse. Et puis je suis restée avec les vers de farine, qui est l'espèce la plus facile à faire à la maison. Et puis au bout d'un moment, on a goûté nos premiers verres. C'était un peu bizarre, mais on s'est lancé. Puis on a trouvé ça excellent. Puis on s'est dit, allez, il y a quelque chose à faire là, on y va. Preuve que la curiosité est là, les dégustations sur inscription d'Alain et Sylvia ont rapidement attiré jusqu'à 250 candidats. Mais il y a quelques mois, les autorités cantonales leur ont ordonné de tout arrêter en attendant les dernières autorisations formelles qui devraient tomber ces prochaines semaines. Alors aujourd'hui, c'est encore une dégustation privée, entre amis. Alors, vous êtes prêts à une dégustation de verres de farine? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est des verres de farine de notre élevage domestique, qui est encore pas possible à vendre. Ceux de Lucerne, qui sont les seuls autorisés pour le moment en Suisse. Et des séchés qui viennent de Lucerne aussi. Alors vous allez voir, il y a une très forte différence de goût. Là, on est dans une belle texture. Ça, pour moi, c'est plus frais. Là, on a un petit côté... J'irai pas jusqu'à dire manque de fraîcheur, c'est pas vrai. Mais il y a une petite rondeur sympa. Puis là, pour moi, on est sur du beurre rance. Et ça, non, c'est pas ma tasse de thé. En tant que cuisinier, là, je viens de poêler 2 produits complètement différents. Et même en bouche, maintenant, on n'a pas du tout le même produit. Ben, tout à fait. Hein. Là, on a plus un aspect chips, séché, que là, on retrouve quand même du frais. Oui, là, on trouve vraiment du frais. Et puis là, alors là, non. Moi non plus, ça, je n'ai pas adopté du tout. Et pourtant, c'est la même espèce. Hein. C'est ça qui est fou. Personnellement, ça, je trouve vraiment... Est-on à l'aube d'une véritable révolution alimentaire en Suisse? L'un des dégustateurs et fin connaisseur d'insectes à croquer a un début de réponse. Il y a quand même à peu près 10% de la population suisse qui a déjà mangé des insectes. Soit on les voyage au Thaïlande, au Laos, en Centrafrique, au Mexique, un peu partout. Et on sait à peu près 50% de la population aimerait goûter une fois des insectes. S'il existe bien une clientèle potentielle en Suisse, que se passera-t-il chez nous? Pour se faire une idée, Jürgen Vogel suggère d'observer l'exemple hollandais, un pays qui a quelques années d'avance sur la Suisse. Aujourd'hui, des produits, par exemple, comme des hamburgers aux insectes qui s'appellent Insecta en Hollande, qui s'est trouvé 6 mois après le lancement dans 800 supermarchés. Et aujourd'hui, c'est réduit à 100 supermarchés avec un seul produit. Parce qu'en fait, quand cet effet mode, comme vous dites, il était là. Mais après, voilà, c'est toujours la question, est-ce qu'il y a une multiple d'achat ou est-ce que c'est une fois un achat? Et ça va être, je pense, en Suisse, la même chose. On y va. Rendez-vous donc d'ici 2-3 ans pour voir si les insectes auront fait leur place dans nos menus ou s'il s'agit d'une mode passagère. D'ici là, bon appétit.
Merci beaucoup de votre fidélité à Mise au Point. La semaine dernière, vous étiez plus d'un téléspectateur sur 2 à nous regarder. Et vous êtes toujours plus nombreux aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur Facebook pour réagir à ce que vous venez de voir. Vous y découvrirez en prime cette vidéo postée à l'instant sur les coulisses de Mise au Point sur la fabrication de notre émission. Dimanche prochain, vous retrouverez Elisabeth Lejean à cette place. D'ici là, passez une excellente semaine. Au revoir. Thank you.